Elle se demandait tout en marchant. Que vais-je dire? Par où commencerai-je? Et à mesure qu'elle avançait, elle reconnaissait les buissons, les arbres, les joncs marins sur la colline, le château là-bas. Elle se retrouvait dans les sensations de sa première tendresse, et son pauvre cœur comprimé s'y dilatait amoureusement. Un vent tiède lui soufflait au visage. La neige, se fondant, tombait goutte à goutte des bourgeons sur l'herbe. Elle entra comme autrefois, par la petite porte du parc, puis arriva à la cour d'honneur, que bordait un double rang de tilleuls touffus. Ils balançaient en sifflant leurs longues branches. Les chiens, aux chenilles, aboyèrent tous, et l'éclat de leur voix retentissait sans qu'il parût personne. Elle monta le large escalier droit à balustre de bois, qui conduisait au corridor pavé de dalles poudreuses où s'ouvraient plusieurs chambres à la file, comme dans les monastères ou les auberges. La sienne était au bout, tout au fond, à gauche. Quand elle vint à poser les doigts sur la serrure, ses forces subitement l'abandonnèrent. Elle avait peur qu'il ne fût pas là, le souhaitait presque, et c'était pourtant son seul espoir, la dernière chance de salut. Elle se recueillit une minute, et retrempant son courage au sentiment de la nécessité présente, elle entra. Il était devant le feu, les deux pieds sur le chambranle, en train de fumer une pipe. « Tiens, c'est vous !» dit-il en se levant brusquement. « Oui, c'est moi. Je voudrais, Rodolphe, vous demander un conseil. » Et malgré tous ses efforts, il lui était impossible de desserrer la bouche. « Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours charmante. »« Oh, reprit-elle amèrement, ce sont de tristes charmes, mon ami, puisque vous les avez dédaignés. » Alors il entama une explication de sa conduite, s'excusant en termes vagues, faute de pouvoir inventer mieux. Elle se laissa prendre à ses paroles, plus encore à sa voix et par le spectacle de sa personne, si bien qu'elle fit semblant de croire, ou crut-elle peut-être, au prétexte de leur rupture. C'était un secret d'où dépendait l'honneur et même la vie d'une troisième personne. « N'importe, » fit-elle en le regardant tristement. « J'ai bien souffert. » Il répondit d'un ton philosophique. « L'existence est ainsi. » A-t-elle du moins, reprit Emma, été bonne pour vous depuis notre séparation? Oh, ni bonne, ni mauvaise. Il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous quitter. Oui, peut-être. Tu crois? Dit-elle en se rapprochant. Et elle soupira. Oh, Rodolphe, si tu savais, je t'ai bien aimé. Ce fut alors qu'elle prit sa main, et ils restèrent quelque temps les doigts entrelacés, comme le premier jour au comice. Par un reste d'orgueil, il se débattait sous l'attendrissement. Mais s'affaissant contre sa poitrine, elle lui dit « Comment voulais-tu que je vécusse sans toi? On ne peut pas se déshabituer du bonheur. J'étais désespéré, j'ai cru mourir. Je te conterai tout cela, tu verras. Et toi, tu m'as fui. » Car depuis 3 ans, il l'avait soigneusement évité, par suite de cette lâcheté naturelle qui caractérise le sexe fort. Et Emma continuait avec des gestes mignons de tête, plus câlines qu'une chatte amoureuse. « Tu en aimes d'autres, avoue-le. Oh, je les comprends, va. Je les excuse. Tu les auras séduites comme tu m'avais séduite. Tu es un homme, toi. Tu as tout ce qu'il faut pour te faire chérir. Mais nous recommencerons, n'est-ce pas? Nous nous aimerons. Tiens, je ris, je suis heureuse. Parle donc. » Et elle était ravissante à voir, avec son regard où tremblait une larme comme l'eau d'un orage dans un calice bleu. Il l'attira sur ses genoux, et il caressait du revers de la main ses bandeaux lisses, où dans la clarté du crépuscule miroitait comme une flèche d'or un dernier rayon du soleil. Elle penchait le front. Il finit par la baiser sur les paupières, tout doucement, du bout de ses lèvres. « Mais tu as pleuré ?» dit-il. « Pourquoi ?» Elle éclata en sanglots. Rodolphe crut que c'était l'explosion de son amour. Comme elle se taisait, il prit ce silence pour une dernière pudeur. Et alors il s'écria « Ah, pardonne-moi. Tu es seul qui me plaise. J'ai été imbécile et méchant. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Qu'as-tu?
Dis-le donc. Il s'agenouillait. Eh bien, je suis ruiné, Rodolphe. Tu vas me prêter 3000 francs. Mais, dit-il en se relevant peu à peu, tandis que sa physionomie prenait une expression grave. Tu sais, continuait-elle vite, que mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire. Il s'est enfui. Nous avons emprunté. Les clients ne payaient pas. Du reste, la liquidation n'est pas finie. Nous en aurons plus tard. Mais aujourd'hui, faute de 3000 francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même, et comptant sur ton amitié, je suis venu. Ah, pensa Rodolphe, qui devint très pâle tout à coup. C'est pour cela qu'elle est venue. Enfin, il dit d'un air calme. Je ne les ai pas, chère madame. Il ne mentait point. Il les eût eus qu'il les aurait donnés, sans doute. Bien qu'il soit généralement désagréable de faire de si belles actions, une demande pécuniaire, de toutes les bourrasques qui tombent sur l'amour, étant la plus froide et la plus déracinante. Elle resta d'abord quelques minutes à le regarder. « Tu ne les as pas. » Elle répéta plusieurs fois. « Tu ne les as pas. J'aurais dû m'épargner cette dernière honte. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne vaux pas mieux que les autres. » Elle se trahissait. Elle se perdait. Rodolphe l'interrompit, affirmant qu'il se trouvait gêné lui-même. « Ah, je te plains, » dit Emma. « Oui, considérablement. » Et arrêtant ses yeux sur une carabine damasquinée qui brillait dans la panoplie. « Mais lorsqu'on est si pauvre, on ne met pas d'argent à la crosse de son fusil. » On n'achète pas une pendule avec des incrustations d'écailles, continuait-elle en montrant l'horloge de boule, ni des sifflets de vermeil pour ses fouets, elle les touchait, ni des breloques pour sa montre. Oh, rien ne lui manque, jusqu'à un porte-liqueur dans sa chambre, car tu t'aimes, tu vis bien, tu as un château, des fermes, des bois, tu chasses à court, tu voyages à Paris. Et quand ce ne serait que cela, s'écria-t-elle en prenant sur la cheminée ses boutons de manchette, que la moindre de ces niaiseries. On en peut faire de l'argent. Oh, je n'en veux pas. Garde-les. Et elle lança bien loin les 2 boutons, dont la chaîne d'or se rompit en cognant contre la muraille. Mais moi, je t'aurais tout donné. J'aurais tout vendu. J'aurais travaillé de mes mains. J'aurais mendié sur les routes pour un sourire, pour un regard, pour t'entendre dire merci. Et tu restes là tranquillement dans ton fauteuil, comme si déjà tu ne m'avais pas fait assez souffrir. Sans toi, sais-tu bien, j'aurais pu vivre heureuse. Qui t'y forçait? Était-ce une gageure? Tu m'aimais cependant, tu le disais. Et tout à l'heure encore. Ah, il eût mieux valu me chasser. J'ai les mains chaudes de tes baisers. Et voilà la place sur le tapis où tu jurais à mes genoux une éternité d'amour. Tu m'y as fait croire. Tu m'as, pendant 2 années, traîné dans le rêve le plus magnifique et le plus suave. Hein? Nos projets de voyage, tu te rappelles? Oh, ta lettre, elle m'a déchiré le cœur. Et puis quand je reviens vers lui qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliante, et lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse, parce que ça lui coûterait 3000 francs. Je ne les ai pas, répondit Rodolphe avec ce calme parfait dont se recouvrent comme d'un bouclier les colères résignées. Elle sortit. Les murs tremblaient, le plafond l'écrasait. Et elle repassa par la longue allée en trébuchant contre les tas de feuilles mortes que le vent dispersait. Enfin, elle arriva au seau de loup, devant la grille. Elle se cassa les ongles contre la serrure tant elle se dépêchait pour l'ouvrir. Puis, 100 pas plus loin, essoufflée, près de tomber, elle s'arrêta. Et alors, se détournant, elle aperçut encore une fois l'impassible château, avec le parc, les jardins, les 3 cours et toutes les fenêtres de la façade. Elle resta perdue de stupeur, et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères, qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Le sol sous ses pieds était plus mou qu'une onde, et les sillons lui parurent d'immenses vagues brunes qui déferlaient. Tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscences, d'idées, s'échappait à la fois, d'un seul bond, comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. Elle vit son père, le cabinet de l'heureux, leur chambre là-bas, un autre paysage. La folie la prenait.
Elle eut peur et parvint à se ressaisir, d'une manière confuse, il est vrai. Car elle ne se rappelait point la cause de son horrible état, c'est-à-dire la question d'argent. Elle ne souffrait que de son amour et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir, comme les blessés en agonisant sentent l'existence qui s'en va par leurs plaies qui saignent. La nuit tombait, des corneilles volaient. Il lui sembla tout à coup que des globules couleur de feu éclataient dans l'air, comme des balles fulminantes en s'aplatissant, et tournaient, pour aller se fondre sur la neige, entre les branches des arbres. Au milieu de chacun d'eux, la figure de Rodolphe apparaissait. Ils se multiplièrent, et ils se rapprochaient, la pénétraient. Tout disparut. Elle reconnut les lumières des maisons qui rayonnaient de loin dans le brouillard. Alors sa situation, telle qu'un abîme, se représenta. Elle haletait à se rompre la poitrine. Puis, dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien. Il n'y avait personne. Elle allait entrer, mais au bruit de la sonnette, on pouvait venir. Et se glissant par la barrière, retenant son haleine, tâtant les murs, elle s'avança jusqu'au seuil de la cuisine où brûlait une chandelle posée sur le fourneau. Justin, en manche de chemise, emportait un plat. « Ah, il dîne. Attendons. » Il revint. Elle frappa contre la vitre. Il sortit. « La clé! Celle d'en haut, où sont... Comment ?» Et il la regardait, tout étonné par la pâleur de son visage qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Elle lui apparut extraordinairement belle et majestueuse comme un fantôme. Sans comprendre ce qu'elle voulait, il pressentait quelque chose de terrible. Mais elle reprit vivement, à voix basse, d'une voix douce, dissolvante. « Je la veux, donne-la-moi !» Comme la cloison était mince, on entendait le cliquetis des fourchettes sur les assiettes dans la salle à manger. Elle prétendit avoir besoin de tuer les rats qui l'empêchaient de dormir. « Il faudrait que j'avertisse monsieur... »« Non, reste !» Puis, d'un air indifférent, « ce n'est pas la peine, je lui dirai tantôt. Allons, éclaire-moi !» Elle entra dans le corridor où s'ouvrait la porte du laboratoire. Il y avait contre la muraille une clé étiquetée Capharnaüm. « Justin !» cria l'apothicaire qui s'impatientait. « Montons !» Et il la suivit. La clé tourna dans la serrure, et elle alla droit vers la 3e tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le bocal bleu, en arrachant le bouchon, y fourra sa main, et la retirant pleine d'une poudre blanche, elle se mit à manger à même. « Arrêtez !» s'écria-t-il en se jetant sur elle. « Tais-toi, on viendrait !» Il se désespérait, voulait appeler. « N'en dis rien, tout retomberait sur ton maître !» Puis elle s'en retourna subitement apaisée, et presque dans la sérénité d'un devoir accompli.